Artopolis est mon chef-d'œuvre. Die Harke van die groot vererfde woestijnklem op die bed van die verdoemde vallei voorbij die Silicabergen Artopolis toevluchtsoord. Artopolis initiatief zoekt naar een levendes beschermen van die mensen kunstschepen veilige haven. Are you sure what side you're on? Better not look him too closely in the eye. Are you sure what side your glass you're on? See the safety of the life you have built. Everything where it belongs. আর্কোপোলিসে স্বাগতম। আর্কোপোলিস শহরের সাবেক গ্র্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রোশকারিদের জন্মগ্রহণ সভ্যতার পতনের পরের শহরটি আপনাকে মিষ্টি এবং জীবনধারা সরবরাহ করে। এর ক্ষমতা স্পিকার দ্বারা বাইরে থেকে সুরক্ষিত আধুনিক অবকাঠামো থেকে উপকৃত হচ্ছে। আর্কোপোলিস আপনার এবং আপনার সহকর্মীর জন্য সুরক্ষা এবং প্রশান্তি এনে দেয়। Artopolis is archives containing millions of artistic relics, searchable according to your status in our consultation centers. Remove waiting times, delete the last boundary between you and the administrator. Give up on one of your optic nerves for a better life. Be connected. Be cool, be increased, be connected. Artopolis. What if all the words inside of your head just creations of your own? Your devils and your gods, all the living and the dead. And you're really all alone. You can live in the illusion. You can choose to believe. You can forgive what you can't wonders. What if everything around you isn't quite as it seems? What if all the world you used to know is an elaborate dream? Is it all you want to be? What if you could look right through the cracks? Would you find yourself afraid to see?
Galavium, quel est le sujet de la chronique de ce jour? La musique électronique. Galavium, laisse-moi m'en occuper pour une fois. Je prendrai ta voix. Faites donc, c'est vous le chef. Merci, Galavium. Dans les années 1800, il y eut déjà des prototypes d'instruments électroniques, comme le télégraphe musical, inventé par Elisha Gray en 1876, qui s'avère être l'ancêtre du synthétiseur. Il y aura aussi le dynamophone, inventé par Thaddeus Cahill en 1896. Et enfin, en 1899, le singing arc, ou arc chantant, instrument inventé à partir de l'éclairage public de Londres. Avant la musique électronique, il y aura la musique bruitiste, imaginée dans un manifeste intitulé « L'art des bruits », rédigé par le peintre Luigi Russolo, fondateur du mouvement futuriste. Il imaginera une musique reposant sur l'emploi du son-bruit dans le domaine musical et prévoit l'avènement d'une musique nouvelle qui trouvera son inspiration dans les nouveaux bruits produits par les machines inventées par l'homme. Il réalise des machines sonores baptisées Intonaromuri, littéralement joueurs de bruit. Il dirigera des concerts futuristes qui attireront de nombreux compositeurs de l'époque. En 1919, le theremin est inventé. Il est un des instruments électroniques les plus utilisés. Il est composé d'un boîtier électronique équipé de 2 antennes, et l'instrument a la particularité de produire de la musique sans être touché par l'instrumentiste. Dans sa version la plus répandue, la main droite commande la hauteur de la note en faisant varier sa distance à l'antenne verticale. L'antenne horizontale, en forme de boucle, est utilisée pour faire varier le volume selon sa distance à la main gauche. La musique électronique va commencer à prendre corps avec la musique concrète. Avant de parler de cette approche embryonnaire, il faut se pencher sur un contexte particulier. La musique électronique, de manière générale, est le fruit d'une technologie développée et utilisée lors de la Deuxième Guerre mondiale. J'y reviendrai, mais plusieurs instruments de musique électronique sont des dérivés de certaines machines utilisées pour communiquer lors de ce conflit. Mais cette musique sera surtout développée par de curieux inventeurs et musiciens qui sauront cerner le potentiel musical de ces étranges machines. La musique concrète se développe à partir de 1948 et continuera jusqu'en 1968. C'est un petit ensemble de passionnés et d'ingénieurs qui vont tenter d'étranges expérimentations sonores grâce à la création de studios de recherche financés par des télévisions et radios publiques, ainsi que des universités ou encore de grandes firmes technologiques. Ces différents groupes sont appelés groupes de recherche musicale. Ce genre de studios d'expérimentation se développeront un peu partout dans le monde. C'est ainsi que l'intérêt pour une musique créée à partir de sons synthétiques va commencer à donner naissance à un mouvement artistique solide et avant-gardiste qui inspirera bon nombre d'artistes qui suivront. Cette musique est élaborée à partir de montages sonores impliquant des magnétophones et autres machines dérivées des appareils utilisés lors de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que d'étranges instruments imaginés par les ingénieurs des groupes de recherche. En France, le groupe de recherche musicale de Paris va apporter une grande influence sur la musique électronique qui succédera. Encore embryonnaire, les moyens sont assez limités, mais permettent d'offrir des sons uniques qui marqueront les auditeurs. La musique concrète, de par son succès, commence à contaminer toute forme d'art comme le cinéma avec la musique du film La Planète Interdite, créée par les époux Louis et Bébé Baron, constituant la première bande originale de films n'utilisant que des sources électroniques, ce qui permet une popularisation de la musique concrète. C'est aussi le cas du générique de la série Doctor Who, composé à partir de sons électroniques offrant un des plus grands thèmes musicaux ayant pu exister. Ces 2 bandes originales permettent d'offrir à ces 2 œuvres une ambiance forte et marquante, indiquant déjà la puissance de la musique électronique. La musique concrète sera représentée par des bidouilleurs de génie. Un des plus connus est Pierre Schaeffer. Membre du groupe de recherche musicale de Paris, il développa de nombreux morceaux à partir de différentes expériences. Sa musique est très expérimentale. C'est en 1948 que Schaeffer commence à effectuer des expérimentations au moyen de sons ou de séquences enregistrées sur des disques de vinyle. Par ses travaux,
Il devient ainsi le pionnier de l'introduction de la technologie dans la composition et donne ainsi naissance à ce qu'il appelle musique concrète. Il développe plusieurs techniques, dont celle du sillon fermé, où l'aiguille retombe indéfiniment dans le même sillon du disque. Il créera des objets sonores en boucle qu'il manipule ensuite avec le montage par variation de vitesse et par diffusion à l'envers. On notera notamment l'étude au chemin de fer et la symphonie pour un homme seul, pièces qui suscitent à la fois intérêt et mépris. Pas étonnant pour deux œuvres d'un genre nouveau. Pierre Schaeffer dira à propos de la musique concrète « Lorsqu'en 1948, j'ai proposé le terme de musique concrète, j'entendais par cet adjectif marquer une aversion dans le sens du travail musical. Au lieu de noter des idées musicales par les symboles du solfège et de confier la réalisation concrète à des instrumentistes connus, il s'agissait de recueillir le concret sonore, d'où qu'il vienne et d'en abstraire les valeurs musicales qu'il contenait en puissance. Ici, le compositeur s'occupe de tout et façonne avec la matière brute, le son. Pierre Schaeffer, avec le surdoué Pierre Henry, compose l'opéra Orphée 53, qui lors de sa présentation en 1953 au festival de Donaueschingen, fait scandale. En effet, recevoir de plein fouet cette version d'Orphée totalement hallucinatoire dans les oreilles ne devait pas être affaire de facilité. Dans cette œuvre, les deux compositeurs mélangent séquences d'opéra et expérimentation sonore qui offrent un résultat singulier et marquant. L'ambiance créée par ce mélange est stressante et horrifique. Les deux artistes mettent à jour une véritable musique des enfers. Schaeffer retravaillera avec Pierre Henry sur Symphonie pour un homme seul. D'ailleurs, Pierre Henry doit vous dire quelque chose, puisque c'est lui qui est à l'origine du morceau psyché rock, repris dans le générique de la célèbre série animée Futurama. Avec ce morceau, il livre une œuvre explosive et purement électronique qui s'affranchira d'une dynamique purement expérimentale de la musique concrète. La frontière avec la musique électronique est de plus en plus fine. Ce mélange éclatant de rock psychédélique électronique est jouissif. Schaeffer mettra parfois en pause sa carrière pour développer son travail théorique et créera ensuite des sons plus électroniques dans les années 70, comme le Triade Fertile, composé avec Bernard Dour et Bilu. Il entreprend également des recherches sur la télévision encore à ses premiers pas. C'est ainsi que naît le service de la recherche, où est conçu en 1968 la série télévisée Les Shadocks. Pierre Schaeffer s'est de plus en plus éloigné de l'univers musical dans les années 1980, après avoir critiqué l'avant-garde des années 50, qui cherchait à rompre avec la tradition en allant vers une musique plus populaire et moins expérimentale. Pierre Schaeffer décède le 19 août 1995. Son héritage concernant la musique électronique est capital. Il travaillera d'ailleurs avec Karl Stockhausen, compositeur de musique sérielle qui inspirera une légende de la musique électronique. La musique électronique commencera à apparaître avec l'émergence du synthétiseur analogique et diverses machines qui pousseront plusieurs artistes à s'en servir. Kraftwerk est la clé, celle qui ouvre toutes les portes. C'est à la fois une œuvre d'art et un groupe de passionnés. Kraftwerk et la musique électronique. C'est en Allemagne qu'elle est née, en pleine période de séparation et après une guerre douloureuse et une réputation qui lui colle à la peau. Elle avait bien besoin de se libérer, et quoi de mieux que la musique. Berlin-Ouest, dans les années 60, est envahi par un mouvement rock massif, le krautrock. Ce mouvement musical, inspiré des soulèvements artistiques de cette époque, le krautrock est un savant mélange de rock et d'expérimentation plus obscure. Ce sous-genre de la musique rock peut s'apparenter aux Zeuls, en France avec Magma. Cannes et Naeu en sont les grands représentants. Le krautrock permettra l'émergence de plusieurs groupes comme Tangerine Dream, qui proposera une musique qui sera d'abord psychédélique pour devenir de la pure synthwave. C'est le krautrock qui poussera un groupe de jeunes musiciens de formation classique à former une légende de la musique. Inspiré par le compositeur Karl Stockhausen, grand inspirateur du krautrock, Florian Schneider-Estleben et Ralf Otter décident de former un duo appelé Kraftwerk en 1970, après une expérience décevante au sein du groupe allemand Organisation. Kraftwerk signifie centrale électrique en allemand. Ces deux amoureux d'expérimentation électronique vont faire muter le krautrock vers une proto-musique électronique avec 3 premiers albums rencontrant un succès mitigé. S'entourant de musiciens expérimentés au fur et à mesure, Kraftwerk prend de plus en plus d'ampleur et sort son premier gros succès, Autobahn, sorti en 1974.
Dédié à la circulation automobile et le développement des autoroutes, cet album regroupe les prémices d'une œuvre totale. En effet, Kraftwerk apparaît avec cet album comme étant un nouveau genre de groupe. L'esthétique de la pochette et les thématiques abordées dans Autobahn, ainsi que son empreinte sonore, en font une œuvre unique et complète. Kraftwerk semble s'intéresser au progrès humain, en délivrant une première vision assez positive de la création des autoroutes. Un intérêt qui se confirmera au fur et à mesure de leur parcours. Ce premier album offre un succès d'importance au groupe et une renommée internationale qui ne cessera de continuer avec les albums suivants. Ensuite, en 1975, vient un album plus sombre et mélancolique, Radioactivity. Album concept et véritable hymne aux communications indiennes, cet album possède une pochette assez particulière. Car si vous regardez bien la radio représentée sur la pochette, celle-ci date des années 30, alors que l'entièreté des compositions sont électroniques. Kraftwerk joue ici avec un contraste passé-modernité. Ils partent sur un postulat anachronique qui pourrait paraître étrange, mais qui s'avère pourtant clair. En effet, l'album célèbre la communication radio, mais dénonce aussi le nucléaire, en ouvrant l'album avec un morceau de quelques secondes intitulé Geiger Counter. On y entend un compteur Geiger, utilisé par les musiciens pour créer au fur et à mesure un rythme. L'utilisation de cet appareil, servant à relever le pic de radioactivité, n'est pas anodine, puisque ce morceau permet d'enchaîner sur le morceau Radioactivity. Cette composition s'ouvre avec du code Morse, annonçant le titre du morceau, Radioactivity. L'utilisation du vocodeur et du magnétophone, tous deux inventés et testés en 1939, est en parfaite logique avec l'anachronisme de l'album. Un véritable lien est créé avec la Seconde Guerre mondiale, période de mort et de création de la bombe nucléaire et son utilisation. Mais c'est aussi la création de la plupart des appareils de radio qui serviront à créer les instruments qui permettront l'avènement de la musique concrète électronique par la suite. Donc cet album, au-delà du fait de dénoncer le nucléaire, ne serait-il pas une ode à la musique électronique ? Cet album marque le public. La chanson Radioactivity fut numéro 1 en France et ressortira dans une nouvelle version en 1991, évoquant les catastrophes de Tchernobyl, Harrisburg, Sellafield et Hiroshima. Son ambiance est au final un mélange de célébration et de méfiance envers le progrès et les expériences autour de la radioactivité. Radioactivity s'avère être un avertissement mélangé à une mélancolie destructrice, comme l'impression que ce morceau crée une forme de poésie tout en n'oubliant pas de rappeler le caractère sombre de sa thématique. À partir de cet album, tous les suivants seront publiés en version allemande et anglaise. En mars 1977, sort Trans Europe Express, un album dédié à une ligne de train de voyageurs européens de prestige. Rapide et exclusivement de première classe. Mis en service à partir du 2 juin 1957, ils sont peu à peu disparus à partir du milieu des années 80, au profit de nouveaux trains. La pochette de cet album dévoile pour la première fois l'entièreté des membres du groupe. Cette pochette brise totalement les habitudes de l'époque. Il s'agit d'une photo assez originale et encore une fois anachronique, avec l'impression d'être en face d'une photo d'un autre temps. Il s'en dégage une forme de froideur et de neutralité sur laquelle va continuer à jouer le groupe au fur et à mesure des albums. Les compositions de cet album sont totalement folles. Chaque morceau est une œuvre marquante. Ici, Kraftwerk tente de nouveaux rythmes. Les mélodies sont faussement simples et entêtantes. Kraftwerk réussit à concilier encore une fois électro assez expérimental et musique populaire. Le morceau Trans Europe Express, suivi de Metal on Metal et Abzug, est la pierre angulaire de l'album, et aussi un véritable succès au point d'être très souvent repris. En effet, le travail de Kraftwerk inspire la techno de Détroit et les musiques afro-américaines. Le morceau est encore une fois illustratif. Les sons rappelant le déplacement d'un train, ainsi que le minimalisme, en font un morceau emblématique et conceptuel plus qu'abouti. Trans Europe Express fait de Kraftwerk un groupe mondial. Le 13 mai 1978, sort The Man Machine, un album dédié à l'évolution de la robotique, mais pas que. Si l'on observe bien la pochette de l'album, on se rend compte qu'une autre thématique se cache. Le groupe y est encore une fois présent, mais mis en avant de manière assez étrange. En effet, habillés de rouge et disposés avec rigueur, leurs visages sont très pâles, froids. Ils apparaissent comme des sortes de mannequins, des poupées, voire des robots.
Cette pochette traduit un discours politique concernant la transformation de l'homme en créature dépersonnalisée et mécanique avec l'apparition du travail et la chaîne. L'homme ne devient qu'un travailleur contrôlé par le capital. D'ailleurs, cet habillage en rouge peut rappeler la condition du travailleur sous l'URSS. Est-ce une critique ou une mise en avant ? Encore une fois, le groupe fait preuve de neutralité et livre plutôt un constat. La présence de The Robot, The Man Machine et surtout Metropolis affirme cette thématique, puisque ce morceau fait référence au film de Fritz Lang, évoquant une utopie qui repose sur une séparation des classes sociales. L'album signe encore une fois une progression thématique et technique. L'ambiance créée par les morceaux est assez forte et imprègne chaque parcelle. C'est d'ailleurs cet album qui inspirera le plus la New Wave avec des groupes comme Depeche Mode par exemple. Cet album est l'apogée du groupe et affirme leur métamorphose puisqu'ils feront construire des robots à leur image, une manière assez évidente de se dépersonnaliser et laisser la musique prendre le pas. En 1981 sort Computer World, un album dédié aux évolutions technologiques et médiatiques. L'ordinateur personnel est ainsi évoqué, mais il y a encore une fois une thématique plus politique qui est présente. En effet, Computer World, le premier morceau, évoque un monde contrôlé par les réseaux de communication informatique, anticipant les problématiques de surveillance aux États-Unis. Encore une fois, Kraftwerk fait évoluer ses sonorités et l'esthétique. Les personnages de Kraftwerk sont représentés à l'écran d'un ordinateur de maison. Ici, l'homme a fusionné avec la machine de manière définitive. L'album évoque aussi un monde obsédé par les chiffres, qu'ils soient numériques ou boursiers. Le morceau Numbers le souligne à la perfection. Cette composition est formée de différentes voix évoquant les chiffres 1, 2, 3, 4 en différentes langues. Ceci symbolise aussi l'impact mondialiste de la musique de Kraftwerk. D'ailleurs, cet album sort en plusieurs langues dans le monde. Computer World est un album parfait à l'image des précédents, faisant encore plus progresser le groupe dans leur recherche thématique et sonore. En 1986 sort Electric Café, un album expérimentant le mouvement de la techno développé à Détroit. Une belle réponse à ce genre qui s'est inspiré de la musique du groupe allemand. Cet album est une merveille de composition, que ce soit Bomb Mode Shack ou encore Electric Café et Telephone Call. Ils sont le résultat des évolutions instrumentales en matière de musique électronique. En effet, en 1986, la musique électronique s'est de plus en plus démocratisée. Electric Coffee apparaît comme une mise en valeur de ce que représente la musique de Kraftwerk et la musique électronique de manière générale. Il n'y a rien de plus beau que de constater un hommage à l'électropop par ses principaux créateurs. Après une longue pause, Kraftwerk revient en 2003 avec l'album Tour de France. Passionnés depuis longtemps de vélo, les membres du groupe composent la soundtrack du Tour de France. Leur passion pour le vélo se mélange à leur passion pour la musique et donne encore une œuvre forte et singulière, célébrant le Tour de France et sa médiatisation tout en ayant conscience de ses débordements. En effet, même si le progrès humain n'est pas la thématique principale de l'album, le progrès du sport et son efficacité en est un élément important. Le morceau Vitamine, par exemple, évoque le dopage. Cependant, Kraftwerk demeure encore une fois dans une forme de neutralité. L'album traduit aussi une forme de rythme assez entraînant qui illustre parfaitement le Tour de France et la pratique du vélo. Le morceau Aérodynamique en témoigne de manière grandiose. Tour de France est leur dernier album studio, il apparaît comme un aboutissement évident dans leur carrière. Au final, Kraftwerk n'apparaissent pas uniquement comme de simples pionniers de la musique électro. Non, c'est une œuvre d'art avant tout. Ce que recherche Kraftwerk n'est pas seulement de faire de la musique, mais de créer un univers esthétique qui l'accompagne, que ce soit dans leur style, leur approche de la musique électronique, ou encore la scénographie de leurs concerts. Kraftwerk n'est pas une marque,
c'est l'art dans sa plus grande pureté. Kraftwerk, au-delà d'être un groupe allemand, est aussi un groupe témoin du mondialisme, d'où le fait qu'il chante en plusieurs langues. Kraftwerk est définitivement l'incarnation de la musique électronique dans sa plus grande pureté. Et ce groupe inspirera de nombreux artistes, les enfants de la musique électronique. Kraftwerk a fait des petits. De nouveaux genres sont apparus et ont porté la musique électronique avec une vision unique et forte. Il faut d'abord évoquer la musique électronique aux États-Unis, avec l'apparition de deux genres assez importants qui feront progresser la musique électronique. Il y a d'abord la house. Genre développé dans les ghettos afro-américains de Chicago, il tient son nom d'un club rassemblant les artistes appartenant à cette bannière, le Warehouse. À la fin des années 70, le DJ opérant dans le Warehouse, Frankie Knuckles, commence à y développer à partir de la technique du sampling, qui consiste à la réutilisation d'une partie d'un enregistrement sonore dans un autre enregistrement, une musique unique, la house. Knuckles mélange samples issus de la funk, de la soul et de la disco avec une boîte à rythme. La house est une musique live par essence. Elle repose sur un rythme minimal issu de la philosophie de Kraftwerk, auquel sont rajoutées quelques voix. Knuckles n'est pas le créateur à proprement parler de la house, mais en est un médiateur, puisque la house désigne un mouvement assez éparpillé jusqu'à la création du label Trax Records, qui donnera lieu à des dérivés comme l'acid house, la deep, etc. Knuckles doit d'ailleurs son inspiration à Larry Levin, qui est un des premiers DJ modernes avec son mix de Stone on the World de Joubert Singers. Il offre une nouvelle vision du DJ qui était considérée uniquement comme un simple jukebox. La house est une musique qui fait danser les communautés noires et gays. Elle permet à ces personnes discriminées de se retrouver dans une culture qu'ils acceptent et leur permet de danser comme n'importe qui dans des clubs. La house de Chicago regroupe énormément d'artistes engagés et productifs comme DJ Pierre ou encore Ron Hardy. La house est un genre qui naîtra des bas-fonds de Chicago pour en devenir un élément culturel d'importance, inspirant énormément de genres. Ensuite vient la techno. Développée au début des années 80 à partir d'influences européennes comme Kraftwerk et afro-américaines similaires à la house, initiée par les Belleville Free, désignant Rowan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson. Détroit est une ville morte. Fleuron de développement industriel, cette ville s'est vue abandonnée à son propre sort et sa population avec. La musique techno s'avère être au final la bande-son de cette ville. La techno est la musique électronique dans sa plus grande pureté. Moins chantante et brute, elle symbolise bel et bien cette ville immense et abandonnée. La techno traduit une vision poétique de la ville de Détroit. Le label Underground Resistance permet de soutenir des talents émergents et de les mettre en valeur. À l'image de la house, la techno s'avère être porteuse d'espoir et redonne vie à une grande ville oubliée. Les expérimentations de la techno traversent le monde et s'avèrent être une des plus belles réponses à l'art de Kraftwerk. Derrick May aura d'ailleurs le dernier mot dans un documentaire consacré à Kraftwerk. La techno de Détroit offre une évolution à la musique électronique qui ne cessera d'avoir son importance. La France a connu les expérimentations de la musique concrète, pilotées par Pierre Schaeffer, offrant une porte d'entrée à Kraftwerk, mais pas que.
La musique concrète mute de plus en plus vers une électropop bien particulière, offrant une diversité assez impressionnante. Celle-ci commencera évidemment avec Psyché Rock, de Pierre Henry, ou encore avec le travail de Jean-Jacques Perret et tant d'autres survivants des groupes de recherche. D'ailleurs, le groupe de recherche de Paris va donner naissance à une grande figure de la musique française, Jean-Michel Jarre. Cet artiste va avoir une réelle influence sur la musique électronique en produisant une musique à partir de synthétiseurs et différentes machines. Il offre une vision plus moderne de la musique électro. Fils du compositeur Maurice Jarre, on reconnaît chez lui un sens du grandiose et de la mélodie assez fort. Jarre sort son chef-d'œuvre Oxygène en 1976. Cet album composé uniquement de pistes instrumentales est un véritable succès. Œuvre composée de magnifiques morceaux témoignant d'une poésie d'une puissance absolue, mêlée d'une profonde mélancolie, Oxygène est un tournant dans l'histoire de la musique électro. En effet, Jarre avec sa musique marque d'autres artistes et influence la musique électro-américaine. Jarre a également un sens de la mise en scène dans ses concerts, en jouant par exemple de la harpe électronique composée de lumière en live. Ce sens de l'esthétique marquera indéfiniment le public. La musique de Jarre inspire d'autres musiciens électro en France, et c'est dans les années 90 que les groupes Air et Daft Punk offrent une musique électronique bien spécifique. Prenant un héritage conséquent, ces deux groupes mettent à jour une musique électro d'une grande densité et changeante. En effet, Air et Daft Punk sont deux groupes qui prendront toujours des risques et ne se reposant jamais sur leurs acquis, à l'image de Kraftwerk. D'ailleurs, le duo Daft Punk apparaît comme les continuateurs de la musique de Kraftwerk, avec un sens pour une esthétique marquée offrant une œuvre totale. À l'image des robots de Kraftwerk, ils se mettent en scène derrière des costumes de robots et cachent leurs identités. Leurs albums tournent autour de différentes thématiques qui ne s'arrêtent pas cette fois au progrès humain, mais à l'humanité de manière générale. Daft Punk produit des hits à chaque album et composera même la musique de la suite de Tron. De ce duo va naître la French Touch avec différents groupes et artistes, comme Justice, Sébastien Tellier, Monsieur Oiseau, Kavinsky, etc. Berlin va digérer l'héritage de Kraftwerk et va devenir une ville grouillante d'artistes. Divers clubs vont apparaître et vont redonner vie à une ville souffrante de la séparation des deux blocs. Les représentants sont nombreux, que ce soit Hélène Alien, Moritz von Oswald ou tant d'autres. Ils offrent une musique électronique assez diverse, prenant à la fois son propre héritage et celui des autres pays. L'Angleterre a elle aussi son lot d'artistes électro. Véritable foyer musical, le rock anglais va fusionner avec l'électro, comme en témoignent Depeche Mode ou encore New Order. Bristol donnera naissance à des groupes comme Massive Attack ou encore The Chemical Brothers, ainsi que plus récemment Metronomy. Sheffield, quant à elle, donnera naissance à The Human League ou encore Aphex Twin, magicien des sons. Ces enfants de la musique électronique ont su se servir de l'héritage de la musique concrète et de Kraftwerk pour étendre un genre musical qui prendra de plus en plus d'importance. S'il y a bien un genre artistique auquel la musique électronique pouvait se greffer, c'est le 7e art. De nombreux réalisateurs ont utilisé la musique électronique pour créer une véritable ambiance qui offre un plus et participe à l'excellence de l'œuvre. Elle a d'abord fait ses premières armes auprès de la science-fiction avec la musique de la Planète Interdite, première bande originale composée entièrement avec des sons électroniques. Issue de la période de la musique concrète, cette bande originale est un exemple de construction atmosphérique apportant un élément important à l'ambiance du film et son rythme. Il y a aussi le générique entièrement composé à partir de machines de Doctor Who qui deviendra mythique. Ce générique participe à créer une ambiance étrange et souligner le genre dans lequel s'inscrit la série, qui est celui de la science-fiction. D'ailleurs, la musique électronique s'inscrit surtout dans le cinéma de genre, puisque les sons synthétiques collent parfaitement avec l'ambiance de la science-fiction ou encore le cinéma horrifique. En témoigne l'utilisation de la musique électronique par Andrei Tarkovsky avec les thèmes des films Stalker et Solaris. La musique de son compositeur Édouard Artemiev
offre une atmosphère mystique et poétique aux deux films de Tarkovsky. Stanley Kubrick utilisera aussi la musique électronique avec des reprises de morceaux de Beethoven dans Orange Mécanique. C'est Wendy Carlos qui s'occupera de porter en version électro la musique tant appréciée par le protagoniste du film. Mais s'il y a bien un réalisateur et compositeur qui a su mélanger cinéma et musique électronique, c'est John Carpenter. Réalisateur de films majoritairement à petit budget, Carpenter n'avait pas la possibilité de se payer un compositeur de musique. Maîtrisant la musique et sachant se servir de synthétiseurs, il créa une multitude de BO qui ont marqué le cinéma de manière générale, au point d'inspirer une pléthore d'artistes. La musique de Carpenter est minimaliste et pas dénuée d'impact. Il a d'ailleurs toujours su maîtriser l'ambiance de ses films à travers sa musique, que ce soit la musique de New York 1997, They Live ou encore Halloween, tant de compositions cultes pour un réalisateur qu'il est également. Le cinéma fantastique horrifique se servira beaucoup de la musique électronique. Accessible et peu coûteuse, elle permet de donner corps à l'imagination de l'artiste. Il est aussi important de souligner le travail hallucinant de Vangelis sur la bande originale de Blade Runner. Ses compositions permettent de créer une ambiance imposante à la ville de Los Angeles, offrant une musique futuriste et unique. Quentin Dupieux est également un réalisateur qui a fait corps avec la musique électronique et s'inscrit en plus dans le mouvement de la French Touch avec son morceau Flat Beat qui deviendra culte notamment avec la publicité des jeans Levi's. Sa musique colle parfaitement à son ambiance décalée et absurde. Il travaillera d'ailleurs avec d'autres grands musiciens du même mouvement. La musique électronique et le cinéma fonctionnent parfaitement ensemble, et énormément d'artistes ont su s'en servir pour offrir des œuvres folles et entraînantes. Ce qui prouve encore une fois que la musique électronique a de beaux jours devant elle. Au final, c'est quoi la musique électronique? Un simple mélange de sons synthétiques et désincarnés? Non, c'est plus que ça. Elle va au-delà d'une simple musique commerciale. L'électronique est un art avant tout. La musique électronique s'avère être un témoignage de la fusion entre l'humain et la machine. Le musicien n'appuie pas seulement sur des boutons, il développe un lien. On a pu voir que Kraftwerk, par exemple, avait réussi à développer une œuvre totale en établissant ce lien. Est-ce de l'amour? Une coopération? En tout cas, c'est bel et bien le type de récit qui pourrait faire rêver des auteurs comme Asimov. Aujourd'hui, la musique électronique ne cesse d'inspirer. De jeunes artistes comme Alt 236 se servent de la musique électronique pour développer une ambiance servant le récit et le propos de leurs œuvres. Ces manipulateurs de sons sont immortels. Cette explosion de créativité est bel et bien la preuve que la musique électronique a su trouver sa place dans une société qui n'était pourtant pas prête à l'accueillir. Le musicien a créé un dialogue avec la machine et a offert une parole. Il l'a fait jouer et chanter, et ce chant n'est pas dénué de vie. Maintenant, je ne peux que vous inviter à écouter le chant des machines.
Que m'arrive-t-il? Suis-je en train de changer? De m'humaniser? Vais-je mourir? Mon corps est machine, j'ai pas bonne mine. Mon cœur change, je deviens un ange. Je suis l'administrateur Evie Evie Bartopoulis. Je me permets aussi d'évoquer et de remercier Monsieur Chipo pour son travail sur les animations de la ville, sans qui la ville d'Artopolis n'aurait jamais existé en fait. Et je me permets de vous rediriger vers sa chaîne tout simplement, qui est très riche. Il annonce beaucoup de films pour très bientôt qui, je pense, vont être sacrément fous. Donc je ne peux que vous inciter à vous abonner à son travail, à le suivre et vraiment encore merci à toi, Monsieur Chipo, pour tout ça. On continuera à travailler ensemble sur les autres Artopolis, vous verrez, on va vous offrir des choses assez folles. Donc merci encore. Artopolis, c'est fini. À bientôt, citoyens.